Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je m'appelle Karine Péchard, je suis chercheuse associée à l'Académie de Genève. Avec ma collègue Foulia Batour, on vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui porte sur la déclaration de l'ONU sur le droit des paysans et paysannes, la déclaration UN-DROP, et la réforme des lois européennes sur la commercialisation des semences, le tout dans le contexte de la Belgique. L'Académie travaille depuis de nombreuses années sur le droit à l'alimentation et depuis quelques années sur les droits des paysans. Nous avons deux projets, un sur la mise en œuvre de la déclaration de l'ONU et un autre sur le droit aux semences en Europe plus spécifiquement. Et c'est dans le contexte de ce dernier projet qu'on accompagne depuis environ 2 ans la réforme de la législation européenne sur la commercialisation des semences. On ne sait pas trop encore ce que nous réserve cette réforme et Foulia va nous mettre au parfum des différents scénarios tout à l'heure. Ce qu'on espère évidemment, c'est que cette réforme soit l'occasion de transposer les droits des paysans et en particulier leurs droits aux semences dans le droit européen. Une de nos activités dans le cadre de ce projet, consiste à organiser une série de webinaires avec différents pays de l'Union européenne pour discuter des enjeux de la réforme dans ces pays. Alors, l'année dernière, c'était avec l'Italie et le Danemark. Cette année, c'était avec l'Allemagne récemment, aujourd'hui avec la Belgique et le prochain webinaire sera avec la Croatie. Alors, voici comment on va procéder aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais présenter la déclaration, en particulier les obligations de l'Union européenne et de ses États membres en ce qui concerne le droit aux semences. Ensuite, Foulia va expliquer les liens entre la déclaration et la réforme européenne. Dans un troisième temps, on va entendre trois intervenants, Frank Adams, Luz Mertens et Vincent Delobel, et je les présenterai à tour de rôle tout à l'heure. Et si tout va bien, on devrait avoir assez de temps pour une période de questions et d'échanges à la fin du webinaire. Alors, donc, je vais commencer par vous parler un peu de la déclaration, mais avant, j'aimerais vous montrer, je vais partager mon écran, le site de notre projet sur le droit aux semences. Et voilà. Alors, donc, vous pouvez voir sur ça, c'est le site donc, de notre projet sur le droit aux semences en Europe. Si vous allez vers le bas, vous pouvez voir, il y a une série de publications, dont entre autres ce briefing numéro 19 sur le droit aux semences en Europe. Il a été préparé par Foulia Batour et Christophe Gollet et présente les différents éléments du droit aux semences, les principaux obstacles à sa réalisation en Europe, et il explique aussi quelles sont les obligations des pays membres de l'Union européenne en ce qui a trait à la mise en place du droit aux semences en vertu de la déclaration. Il y aurait beaucoup à faire au niveau de l'Union européenne pour réaliser ce droit et cette publication, elle couvre différentes dimensions. Entre autres, en ce qui touche à la propriété intellectuelle. Mais dans le webinaire aujourd'hui, on va se concentrer sur les aspects qui sont liés à la commercialisation parce que c'est la législation qui est en cours de révision au niveau de l'Union européenne. Et l'Académie a aussi publié un résumé de cette publication qui est assez longue sous la forme d'un research brief qui, lui, est aussi disponible en français. Vous pouvez le voir ici, là, c'est le droit aux semences en Europe ici. Maintenant, pour en venir à la déclaration, l'idée même d'une déclaration sur les droits des paysans remonte à 2001 et elle émane du mouvement paysan transnational, la Via Campesina, qui a longuement débattu du texte d'une déclaration en interne et l'a adopté en 2009. À l'époque, en 2009, on se remettait tout juste de la crise alimentaire mondiale de 2008 et il y avait une ouverture à discuter de ces questions au niveau des Nations unies. La Via Campesina a donc présenté son projet de déclaration au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et les négociations ont commencé autour du texte en 2012. Il a fallu 6 ans de négociations pour que la déclaration soit adoptée d'abord au Conseil des droits de l'homme et peu de temps après à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2018. Maintenant, c'est important de dire que lors des négociations, l'article 19 sur le droit aux semences a été l'un des plus débattus et l'un des plus controversés. L'article 19 est aussi la raison pour laquelle la majorité des États européens se sont opposés à la déclaration dès le départ et se sont abstenus de voter sur son adoption en 2018. Lors du vote à l'Assemblée générale en décembre 2018, 121 États ont voté en faveur
54 se sont abstenus et 8 ont voté contre. Si on regarde maintenant au niveau européen, la plupart des États membres de l'Union européenne, y compris la Belgique, se sont abstenus. Seulement 2 ont voté en faveur, c'est le Portugal et le Luxembourg, et 3 ont voté contre, c'est le Royaume-Uni, la Serbie et la Suède. Maintenant, je vais de nouveau partager mon écran pour vous montrer le texte de la déclaration. Et voilà. Oups. Juste- Alors, c'est le texte de la déclaration ici dans sa version originale en anglais. Maintenant, je viens de parler du vote sur l'adoption. C'est important de savoir que le vote des États n'a plus d'importance une fois qu'une déclaration a été adoptée. Si on regarde le texte de la déclaration, le texte de la résolution qui adopte la déclaration, il est écrit ici que l'Assemblée générale invite les gouvernements, les organismes et organisations du système des Nations unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à diffuser la déclaration et à en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle. Ça, c'est conforme à la nécessité d'appliquer de bonne foi les instruments internationaux adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est également important de dire que la déclaration est basée sur le droit à l'alimentation, qui est un droit fondamental que tous les pays de l'Union européenne reconnaissent et s'engagent à respecter. Maintenant, si on regarde le texte un peu plus en détail, j'aimerais attirer votre attention sur l'article 1, où on définit les paysans. Donc, attendez un peu ici. Donc, l'article 1 ici. Donc, on définit dans la déclaration les paysans comme toute personne qui s'engage dans la production agricole à petite échelle pour la subsistance ou pour le marché, qui dépend de manière significative du travail de la famille ou du ménage et qui a une dépendance et un attachement particulier à la terre. La déclaration s'applique à toute personne pratiquant l'agriculture artisanale ou à petite échelle, l'élevage, le pastoralisme, la pêche, la sylviculture, la chasse ou la cueillette, et l'artisanat lié à l'agriculture ou toute autre activité connexe en zone rurale, ainsi qu'aux personnes à leur charge. Donc, c'est une définition vraiment inclusive. Et la déclaration s'applique aussi aux peuples autochtones et aux communautés locales et s'applique aux travailleurs migrants et saisonniers. Maintenant, l'autre article que je voudrais vous montrer, c'est l'article 2.4, qui est particulièrement pertinent dans le cadre de notre discussion aujourd'hui. Cet article stipule que les États doivent élaborer, interpréter et appliquer les normes et accords internationaux pertinents auxquels ils sont partis d'une manière compatible avec leurs obligations en matière de droits humains telles qu'applicables aux paysans. Ça signifie par exemple que les États doivent appliquer les accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle ou de la commercialisation des semences conformément à leurs obligations en matière de droits humains en vertu de la déclaration. En d'autres mots, les lois sur la commercialisation des semences ne devraient pas entraîner de violation des droits des paysans parce que les droits humains prévalent sur les droits de type commerciaux. Je vais maintenant sauter à l'article 19 sur le droit aux semences, qui est ici. Alors, si on regarde l'article 19, les points 1A à D sont vraiment très proches du texte du traité de la FAO, le TIRFA, adopté en 2001. Donc ça, cette première partie de l'article 19, c'est presque mot à mot l'article 9 du traité sur les semences qui porte sur les droits des agriculteurs. Donc ça, c'est les dispositions qui traitent de la protection des savoirs traditionnels, de l'accès et du partage des bénéfices, du droit de participation et du droit de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme. Mais la déclaration va plus loin que le TIRFA. Donc, si on poursuit ici avec le point 2, le point 2 stipule que les paysans ont le droit de conserver, de contrôler, de protéger et de développer leurs propres semences et connaissances traditionnelles. Au point 3, que les États doivent prendre des mesures pour respecter, protéger et réaliser le droit aux semences des paysans. Point suivant, point 4, les États doivent veiller à ce que des semences de qualité et en quantité suffisante soient mises à la disposition des paysans au moment le plus opportun pour les semis et à un prix abordable.
Au point 5, les États reconnaissent le droit des paysans à utiliser leurs propres semences ou d'autres semences de leur choix et à décider des cultures et des espèces qu'ils souhaitent cultiver. Au point 6, c'est important d'observer qu'on réfère explicitement au système semencier paysan, et ça, c'est la première fois dans un texte international. Donc, le point 6 stipule que les États doivent prendre des mesures appropriées pour soutenir les systèmes semenciers paysans et promouvoir l'utilisation des semences paysannes et de l'agrobiodiversité. Et ce point-là est particulièrement important parce que, comme on sait, les États ont soutenu et continuent de soutenir les systèmes de semences commerciaux, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies, alors que les systèmes semenciers paysans, eux, ne bénéficient pas d'un tel soutien. Au point 7, les États doivent prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que la recherche et le développement agricole intègrent les besoins des paysans et pour assurer leur participation active à la définition des priorités et à la mise en œuvre de la recherche et du développement. Enfin, le dernier point, le point 8, est très important dans le contexte de notre discussion aujourd'hui. Le point 8 précise que les États doivent veiller à ce que les politiques en matière de semences, la protection des variétés végétales et les autres lois sur la propriété intellectuelle, les systèmes de certification et les lois sur la commercialisation des semences respectent et prennent en compte les droits, les besoins et les réalités des paysans. Donc, le point 8 est très clair et signifie qu'en élaborant des lois sur la commercialisation des semences, par exemple, les États doivent prendre en compte les besoins et les droits des paysans en vertu de la déclaration. Maintenant, on entend parfois dire que la déclaration n'est pas contraignante. En effet, il s'agit d'une déclaration, du moins pour l'instant. Donc, ce n'est pas une convention ni un traité et elle n'est pas formellement contraignante. Mais c'est aussi important de dire que la déclaration est une interprétation du droit à l'alimentation, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui lui-même est contraignant pour tous les États membres de l'Union européenne. Et on voit d'ailleurs, depuis quelques années, que la déclaration est utilisée dans certains pays comme une source de droit par les tribunaux dans des décisions sur les droits des paysans et en particulier sur leurs droits aux semences. Et il y a eu des précédents déjà dans des décisions des cours, de la Cour suprême du Honduras et également en Équateur. Donc, au Honduras, par exemple, l'année dernière, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la nouvelle loi sur la protection des obtentions végétales, qui est connue comme la loi Monsanto, parce qu'elle aurait violé les droits des paysans à l'alimentation et aux semences. Dans sa décision, le juge fait explicitement référence aux articles 19 et 20 de la Déclaration de l'ONU. Donc, on a parlé déjà de l'article 19 sur le droit aux semences. L'article 20, lui, porte sur la protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels. Cette décision, si vous souhaitez la lire, elle est évidemment disponible en espagnol, mais elle a aussi été traduite en anglais par Aprebes. Et on peut mettre le lien de la décision dans le chat. Maintenant, j'aimerais vous montrer une dernière chose avant de donner la parole à Fulia. Et c'est un site ici. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la déclaration et sur sa mise en œuvre, un nouveau site web qui lui est dédié a été mis en ligne au cours des derniers mois. Donc, vous le voyez en ce moment. L'adresse, c'est defendingpeasantrights.org et il est disponible en anglais, en espagnol et en français. Sur ce, je vais donner la parole à ma collègue Fulia. Fulia Batour est juriste, chercheuse associée à l'Académie de Genève et elle est également consultante chez Kibele. C'est une experte du droit aux semences dans l'Union européenne et elle va nous expliquer la réforme qui est en cours, les différents scénarios qui sont considérés et leur impact sur le droit aux semences. Merci Karine. J'ai mis le lien dans le chat. Merci. I'm going to speak in English. Je vais parler en anglais, comme ça on respecte un tout petit peu la parité linguistique. Partiellement, on va dire ça comme ça. Et donc, my presentation today is on UNDROP in the future EU seed marketing reform, like Karin mentioned. And so, as Karin was reading through the articles, obviously, UNDROP rights are affected by numerous laws that relate to seed, not just seed marketing rules. So first, you have all of the rules that govern ownership over seeds as a resource. So intellectual property rights, which give artificial monopolies for inventions, whether
Those rights, those intellectual property rights are patents or plant variety protection, plant breeders' rights. Next to that, you also have all the rules that govern the protection of traditional knowledge linked to the regimes of access to genetic resources and benefit sharing, so the sharing of the benefits arising from the use of genetic resources. Next to ownership rules, seeds are also, and UNDROP rights are also affected by rules that are more linked to safety, health. First, so plant and seed health, that the goal here is to prevent pest outbreaks, and food safety legislation, which is supposed to mitigate risks that are attached to the introduction of certain organisms, especially those that have been genetically modified, so in the market and also in the environment. And finally, last but not least, and the focus of our talk today, UNDROP rights are also affected by seed marketing legislation, and they're affected a lot. The seed marketing legislation only governs the access to the seed market. So it sets out the conditions for the sale of seeds. However, the way that they have been developed and also interpreted means that they actually impact much more than what you would think and conceive as the official informal seed market, because of the way the notion of seed marketing has been constructed. So how does it affect, and which rights are affected by seed marketing rights? All of them. So all of the rights that are in Article 19 of UNDROP are affected by seed marketing legislation. So the right to save, use, exchange, and sell their own seeds, so peasant seeds, is affected, because the definition of seed marketing also includes these acts with seeds, and henceforth makes pushes obligations on the accomplishment of these acts. The right to maintain, control, and develop their own seeds by essentially limiting access to the market and also governing peasant seed systems in a non-proportionate fashion. The right to have access to locally adapted seed, which I think is something quite interesting, because it means that UNDROP does not only mean or does not only govern what people call the informal peasant seed system and the right to save, use, and exchange and sell, but it also indirectly pushes states to think about the offer that is available, the offer of seed on the seed market. So it pushes states to rethink the seed market so that it allows seeds to be marketed, and those seeds need to conform to the needs of peasants. Okay, so indirectly, you need to think about the entire seed market, not just about peasant seed systems. Then you also have the right to participate in decision making that is impacted, and the right to the protection of traditional knowledge and sharing of benefits. The EU seed marketing legislation is contained in 12 European directives, which are not directly applicable. They do not have direct effect. They need to be transposed into national laws. So it means that you actually have 27 different national seed marketing regimes at minimum, because obviously in Belgium, you actually have also different seed marketing regimes at regional level. So it's actually much more than 27. And the principles of the seed marketing legislation is about mandatory pre-marketing registration, seed quality and production rules, and labeling and control. I'm going to explain this a little bit more in the next slide, but please know that this entire legislation came about at European level in the 1960s, and the focus was to make sure to guarantee seed identity, quality, and productivity as objectives for the development of industrial agriculture. We are in an underproduction context, the beginning of the different CAPs, the Common Agricultural Policies,
And at EU level, this means that there is legislative action taken to create a EU common seed market by taking rules that have been developed from the 1930s mostly to give essentially intellectual property rights such as plant breeders' rights. Okay, so it is difficult to understand the distinction sometimes between plant breeders' rights, so UPOV rights, and seed marketing rules because the criteria are the same and have been taken from plant breeders' rights into the seed marketing rules. Okay, but they are completely different in their objectives, okay, and also in their rollouts and their impacts. Although obviously in the field, all these laws are mixed up, huh? And you don't see the difference in your fields or gardens. But so there are a few questions that should be asked about the impact of seed marketing legislation on UNDROP rights. First big question is, are seed exchanges and the sale of seeds between farmers considered as seed marketing? If it is considered as seed marketing, which is the case, for instance, in countries like Estonia, it was the case, Poland is the case, then you need to register for your variety and make sure that you comply with quality rules and labeling rules. So it's a very, very heavy system that is designed for industrial crop agriculture that you apply to exchanges and sale of seeds between farmers. Then the second question is, can farmers actually develop their own varieties and sell them if they want to do so? Another sub-question on the offer that's on the seed market. Never mind whether farmers can have access to the market themselves, does the seed market cater to the needs? So are there pathways to make sure that seeds that are a bit less uniform, that are more adapted to local conditions, actually find their way into the market and peasants can actually buy them, even if they do not commercialize them on their own? Then are there governance mechanisms inside that are built that ensure that peasants participate in decision making? The answers to these three questions is not a good one right now. So the main principles of the EU seed marketing rules are extremely stringent. It's very complex, and it's really not designed for in alignment with UNDROP rules. Okay, the first big principle is that you start with pre-marketing registration. So it's not a control that's established after you market seeds. Everything happens before the marketing of the seeds. Okay, and you have two different ways to go about this. Either it's the variety that you need to register in order to have access to the market, or the supplier needs to register with limited information that has to be given on the variety. Variety registration is by far the most, like, the common route to the market for vegetables, vine, based on so-called DUS criteria, DHS en français. So it's to assess distinctiveness, uniformity, and stability for vegetables and wine. And for agricultural crop species, you add to the DUS tests something called value for cultivation and use testing, VCU, which right now doesn't look into sustainability in all countries, but it's essentially a second criteria where the protocols are established at national level, not at European level, that seed operators need to pass in order to register a variety and then be able to sell the seeds from that variety. You have three little parallel pathways, if you wish, or derogations to this principle. And the three are so amateur varieties for vegetables, conservation varieties for vegetables and agricultural crop species, and organic heterogeneous material, the new added thing a few years ago for all regulated species. Okay, these are pathways to the market, but they're absolutely not enough, so that they don't allow neither peasants to really be able to market every kind of
plant material, plant variety, population, however you want to name it, and sell the seeds from it. And they really need to be reformed. The second big principle is on seed production. So once you've registered your variety, now you can sell the seeds of it. Now it's not that easy. You still have quality standards for all regulated species that you need to follow. So purity, germination, humidity, etc. And then for a lot of species, you need to certify your seed lots. This means, again, official testing. So for DOS variety testing, variety registration, you also need to send your material. It's tested by public authorities. It takes a long time. It's very costly. Then you're not finished. When you want to certify your seed lots, you also need to send samples. You need to allow public authorities to come control whatever you're doing. You have a lot of isolation distances to respect and very stringent rules to follow. Even though, for instance, the seed lot certification is mandatory for vegetable seeds, you have something called standard veg. If you have people here who work in vegetables, which is essentially the rule in the vegetable seed market. So you don't find a lot of certified vegetable seed. Everything is standard, and standard means that you still have to comply with the obligations on seed production rules, but that these are tested not before their marketing, but they are controlled post-marketing. So it's less stringent. And then you have labeling and packaging rules, means that you need to use an official seed, an official label, except when you have derogations that are set in the law. So the 12 EU directives that are transposed that I talked about, how do they view peasant seed systems and the rights that have been awarded and recognized by the UNDROP? Only in derogations. It's only about exceptions. It's only when they're excluded from the scope of the legislation or through having these derogatory variety registration systems as the conservation amateur variety system, and to a certain extent the organic heterogeneous material system, that peasant seed systems and the rights under UNDROP are recognized only as derogations. First big question, so is exchange and sale of seed marketing? You have very different approaches from one country to the other. In Denmark, things are quite relaxed. Non-commercial use is not viewed as seed marketing. So if what you are doing, even though you're selling seeds between farmers, is not in a commercial scale, then it won't be subject to the seed marketing rules. So the only thing that you need to comply with are the plant health obligations. So to protect the seed from pests and the environment also from pest outbreaks. In France also, it's quite relaxed. So peasants can use the notion of mutual aid to exchange and sell their seeds. And in Estonia, on the contrary, all exchanges were viewed as marketing. This is also the approach, unfortunately, of the European Commission. Then second big question is the marketing of locally adapted varieties for low input conditions allowed. So you only have derogation. So this is the conservation amateur variety system and the organic heterogeneous material system. So as a conclusion, we note that there's very little margin of action for peasant seed systems. There's no recognition of farmers' knowledge, and most marketed varieties do not correspond to the needs of peasants and people living in rural areas. So with this dire conclusion, there's still a glimpse of hope because we're heading towards a seed marketing reform. So everything started in November 2019 when the Council of the EU, so the representatives of member states and their government, requested the European Commission us to do a study on options to reform the EU seed marketing rules. The European Commission is a hybrid institution in a way in European law. So it's the executive, so it is tasked to implement European legislation,
but it is also the guardian of the treaties and has therefore the right of initiative. So any proposal of European laws comes from the European Commission, and the Council, so the member states, and the European Parliament are the two organs that decide. Okay, they're the legislative power. The European Parliament, directly elected. Council of the EU represents all member states. Just a little EU law recap so you can situate everything in its right form. Then in 2020, there was a huge study that was done by an external consultancy with different interviews, which led the Commission to publish a working document in April 2021, which essentially said that the legislation is not fit for the goals of the European Green Deal and the Farm to Fork, two strategies which are not binding, but they set the general political tone of the Commission program for the 5 years. So, and there you had, so both in the European Green Deal and the Farm to Fork, you had direct mention of the need to facilitate access of traditional varieties and locally adapted seeds to the market. Okay, they wanted to level the playing field, adapt to technological developments and innovation. It does not mention peasants, but mostly comes from an angle of conservation and sustainable use of biodiversity. On the basis of this, we started, like, the reform process formally really started. In June, they published different options for reform. There was a public consultation, and then for the past 2.5 years now, the impact assessment process was going on, again with the same external contractor. We're not really sure whether the socioeconomic and human rights impacts have been fully addressed, to be honest. We'll see when the impact assessment is published together, so with the proposal of the European Commission, which is expected on the 7th of June, hopefully, if there are no delays, but you never know. And then once the publication is published, then it goes to the Council of the EU and the Parliament, who start negotiating on their positions on the text. Okay, so you had three options like this. I'm not going to go into detail because honestly, the European Commission has really made a mixture in a way of the three options. The best one for UNDROP implementation was option 2, and there are a lot of elements from option 2 which are taken up, but with also things from the 1 and the 3. That's usually the case, and it's not just for seed marketing. And what we know right now of the proposal is that they've been thinking a lot about the scope of the legislation. So there will be rules that allow the exchange and sale of seed by farmers, not just peasants, farmers. However, that will be limited. We don't know how. We don't know whether it's the size of the farm that will matter, whether it's belonging to an association, whether it's quantity limits. I mean, it could go in different directions. Then we also know that there will be an operator registration system, as there is usually also today, but the criteria and threshold might change. Will it be only professional seed producers? What is a professional seed producer? Maybe Franck will tell you more about this, and the complex situation in which artisans semenciers find themselves in. And then you'll also have rules for seed savers and seed conservation network. It's unknown whether they will be exempted from the legislation in full or in a limited fashion. Normally, there should be no more regulated species, like not more regulated species, but perhaps less. But it's not sure. I don't want to go too much into detail in this because, until we have seen the proposal, we'll not be completely sure about this. The only thing we know is that the ornamentals sector won't be reformed. They will, and the forest reproductive material will have its own regulation. Okay, and they're gonna turn the directives into a single or two regulations. So one for
agricultural crop species, vegetables, fruits, vine, etc. One for forestry material, and the ornamentals market will be maintained in the directive. There will also be rules on access to market and variety registration. They seem to favor a regime of single easy entry for non-DOS varieties, so non-uniform nor stable varieties. This will potentially include non-organic heterogeneous materials, so heterogeneous populations, old varieties, those that have been deleted from the catalog, heirloom, traditional local varieties, land races. I mean, I think they're viewing this as a broad tool, but let's see the text. Then there will also be easier access for organic varieties, perhaps with testing under organic conditions. A new big addition is this idea that all of the regulated species will be subject to a sustainability assessment. Okay, the Commission seems to want to extend the VCU, so value for cultivation and use testing that exists for cereals, to add this environmental VCU or sustainability VCU inside, extended to vegetable species, to fruit trees, etc. But the details are still unknown. But that's, I think, the general will of the European Commission. And then for controls under official supervision, they will be allowed. So this means that you can register as an operator to do your own controls, and the public authorities control you, how you do the control of varietal identity, performance, etc. And this is where we are. With that note, I'll give the floor to Karine. Merci. Merci beaucoup, Fulia. Alors, on va maintenant continuer avec les présentations de nos trois intervenants. Donc, tout d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter Frank Adams. Frank est maître maraîcher, artisan semencier et chargé d'éducation. Il travaille avec Seed Luxembourg, le réseau Meuse-Rhin-Moselle et le lycée technique agricole de Luxembourg. Et il va nous parler de ces questions du point de vue des mouvements et réseaux locaux de semences. Frank, la parole est à toi. Voilà, bonjour tout le monde, vous voyez mon écran? Ok, super. Voilà, en fait, c'est vrai que je participe depuis le Luxembourg, donc c'est le séminaire pour la Belgique, mais voilà, donc le Luxembourg est présent aussi en tant que pays qui a donc adopté le texte de la DDP, la Déclaration des droits des paysans, et on est très content. Et donc, je voudrais vous parler un peu d'un grand contexte, faire un tour d'horizon avec vous. C'est vrai que moi, personnellement, je m'occupe des semences locales depuis 30 ans, c'est-à-dire je suis artisan semencier, je produis des semences certifiées biologiques depuis 30 ans à travers des processus d'adaptation locale, c'est-à-dire je n'utilise aucun pesticide depuis 30 ans et je vise une résistance naturelle des plantes à travers les processus de multiplication de semences on-farm, comme on dit, pour les rendre résistantes de façon naturelle. Et voilà, donc c'est très bien, je suis très content de mon travail, mais je me retrouve toujours confronté à ce contexte politique par rapport aux lois semencières et aussi à cette question de droit aux semences. Et c'est pour cela que je ne voudrais pas vous parler pleinement de mon expérience dans les champs, mais plutôt vous parler de ce contexte que je trouve intéressant, peut-être même aussi un peu inquiétant. Donc voilà, donc je commence parce que je voudrais vous parler du narratif dominant. Et c'est un peu le Zeitgeist, c'est un mot allemand qui a fait son chemin dans le langage international. Ça veut dire que ce que la plupart des gens pensent et ce qu'ils croient être la vérité. Donc, je ne vais pas vous parler en détail parce que tout le monde le sait, les enjeux pour la production alimentaire de demain, c'est qu'on sera de plus en plus de personnes sur cette planète
Et on a quand même aussi le problème du changement climatique avec les catastrophes naturelles qui menacent aussi l'agriculture. On a la pollution des écosystèmes, voilà, on ne peut plus le nier, que les pesticides, c'est quand même quelque chose qui n'est pas aussi fantastique qu'on aurait pu croire au début de la révolution verte. On a aussi le problème par la suite de la diminution de la biodiversité, par la destruction des écosystèmes, mais aussi par les monocultures et encore les pesticides. Donc les objectifs pour demain, 2050, on dit souvent, augmenter les rendements agricoles se face en diminution. Donc ça, c'est vraiment un casse-tête extraordinaire. Voilà, je suis dans le narratif dominant, hein, je dois le répéter, ce n'est pas forcément mon point de vue, mais donc c'est important de connaître aussi ce que pensent les autres. J'ai souvent des échanges avec les décideurs politiques et aussi avec des représentants de l'industrie sémencière, ce que je trouve très intéressant. Et donc, je pense que c'est important de ne pas seulement connaître son propre camp. Voilà, améliorer les variétés pour une meilleure résistance au stress abiotique et biotique. Les stress abiotiques et biotiques, c'est d'un côté le climat et après les maladies et les nuisibles, donc les insectes ravageurs par exemple, sans recours aux pesticides chimiques parce qu'on commence à comprendre que les pesticides chimiques, c'est du passé. Solution, voilà, donc on est plus ou moins tout le monde d'accord, n'est-ce pas, au moins de façon officielle, que l'agriculture biologique, ça doit être vraiment le modèle standard demain. Mais aussi, en même temps, on doit faire avancer les biotechnologies. Donc, l'édition du génome, on appelle ça, avant, on appelait ça les OGM, organismes génétiquement modifiés, mais aujourd'hui, on appelle ça l'édition du génome. C'est plus, voilà, c'est plus joli. Donc, le plan actuellement, si vous ne le savez pas encore, c'est vraiment à un moment donné, et peut-être le plus tôt possible, intégrer les nouvelles technologies génomiques dans l'agriculture biologique, quelque chose qui aujourd'hui semble complètement impensable, mais il y a vraiment une forte voilà, tendance dans cette direction. Donc, le procédé, c'est, voilà, il faudrait faire un monitoring des ressources génétiques. Donc, c'est des termes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toutes les variétés traditionnelles, les semences traditionnelles, les semences locales qu'il y a, il faudrait les monitorer. Monitorer, c'est au français, je ne sais pas. Donc, faire une sorte de, voilà, repérer toutes les ressources génétiques et faire un séquençage génomique, c'est-à-dire connaître tous les génomes qui sont actifs dans ces variétés traditionnelles parce que c'est très intéressant, parce que ces ressources génétiques, on va pouvoir les utiliser dans la sélection végétale de la biotechnologie verte, c'est-à-dire le narratif dominant voit les variétés traditionnelles, les semences locales, comme matériel de base pour la sélection biotechnologique de demain pour nourrir la planète. C'est ça la solution. Après, le narratif dominant, pour conclusion, c'est un peu ce que je viens de dire. Tout le monde est d'accord. Il faut préserver la biodiversité cultivée. On a parlé du tiers-pas, donc voilà, c'est vrai que les variétés traditionnelles disparaissent à une vitesse incroyable. Il faut arrêter ça. Il faut préserver cette richesse génétique. Et donc, il faut aussi soutenir les semences locales. Donc, on parle de plus en plus des semences localement adaptées, aussi dans le Green Deal. Voilà, on commence à reconnaître que c'est important. Voilà, donc pour cela, après, on peut donc utiliser toutes ces ressources génétiques pour faire un monitoring et un séquençage, comme j'ai dit, pour après les utiliser dans la biotechnologie verte afin de créer des variétés de plus en plus performantes. Donc, c'est-à-dire les semences locales, les variétés traditionnelles, c'est vraiment seulement un moyen pour l'industrie semencière. Donc, ça semble un peu pessimiste, mais voilà, donc il faut comprendre cette approche de l'industrie et peut-être aussi des décideurs politiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec les systèmes semenciers traditionnels paysans, nos peasant seed systems, comme on a dit, et qu'est-ce qu'on fait avec le droit aux semences de l'article de la Déclaration des droits des paysans? Donc, réponse, toujours dans le narratif dominant, le travail des paysans pour développer et maintenir la biodiversité cultivée est valable et respectable, et on doit récompenser ce travail à travers ce qu'on appelle le partage des bénéfices. Voilà. Mais finalement, à ce haut niveau de l'industrie biotechnologique, on va dire, on ne soutient pas vraiment l'idée de l'autonomie semencière des paysans.
parce qu'on considère leur qualité, la qualité des semences paysannes comme pas assez bonne. Il faut les améliorer grâce à la biotechnologie. On est toujours dans le narratif dominant, voilà. Quid du pouvoir économique et politique des entreprises multinationales des semences et des pesticides. Vous voyez là les logos des grands quatre, parce que leur nombre diminue de plus en plus. Maintenant, Bayer, voilà, grande société allemande, a acheté Monsanto, donc le nom disparaît petit à petit des écrans, et aussi quid du déclin de la biodiversité des écosystèmes. Donc, les réponses, encore dans le narratif dominant, la monopolisation du marché des semences est un aspect délicat, on est d'accord, qui accompagne le progrès scientifique et technologique qui est nécessaire, parce que c'est seulement le secteur privé qui est capable, ou on va dire financièrement capable, d'innover et de faire progresser la sélection végétale de façon significative, toujours avec cet objectif de nourrir la planète avec les 10 billions de personnes, 10 milliards de personnes en 2050. Après, la biotechnologie permettra de rendre l'utilisation des pesticides superflue. Ça, c'est une promesse qu'il faut encore tenir. Et ainsi, la biodiversité des écosystèmes va pouvoir en profiter. Le narratif dominant continue avec les lois semencières, mais on a déjà parlé de ça. Les lois semencières, c'est rien de méchant, c'est vraiment pour garantir la qualité des semences. On est d'accord, hein, jusqu'à un certain point, on est vraiment d'accord. Bon, on n'est pas tellement d'accord que les semences doivent être hétérogènes, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Donc, les lois semencières permettent aux sociétés semencières de rentabiliser leur travail. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. On n'a pas le temps pour en parler. Et on va donc définir quelques dérogations pour les semences de la diversité. Donc, c'est ce que Fulia a souligné dans sa présentation. Les nouvelles lois semencières à l'horizon, donc aussi, c'est pour homogénéiser les lois semencières de l'Union européenne et créer davantage de dérogations. Donc, nous sommes contents, les mouvements de la diversité, nous sommes contents pour ces dérogations élargies pour les semences de la diversité. Et mais en même temps, en parallèle, le 7 juin aussi, on va connaître un projet de loi concernant les nouvelles technologies génomiques. Donc, moi, je suis assez curieux de savoir si ça va créer des ouvertures par voilà, comment dire, allègement de la réglementation sur les technologies, les biotechnologies génomiques. OK, voilà, ça c'est fini avec le narratif dominant. Maintenant, qu'est-ce que c'est les semences locales? Ce que je fais depuis 30 ans. Voilà, donc il y a la multiplication répétée des semences on-farm. On-farm, c'est vraiment un anglicisme qui est peut-être mieux qu'à la ferme, parce que ça inclut aussi les jardins. Ça veut dire c'est dans le contexte naturel des plantes. Et c'est là où on répète la multiplication à travers les années. Donc là, cela permet à des processus continus et progressifs d'adaptation à avoir lieu, et les plantes s'adaptent aux conditions environnementales et culturelles changeantes. Et ces variétés localement adaptées et adaptables, on appelle ça la sélection évolutive, ce que je fais donc, en tant qu'artisan semencier. Donc, on contribue à la souveraineté alimentaire des régions du monde parce que sans les semences, c'est la base de toute production agricole, on va dire, et aussi on contribue au système alimentaire circulaire, écologique, solidaire sur des marchés locaux. C'est mon projet personnel que je vais vous présenter tout à l'heure. Les semences locales dans les pays du Sud, ce n'est pas la même chose que les semences locales dans les pays industrialisés, donc comme le Luxembourg, par exemple. Donc, dans le Sud, les semences représentent une part élémentaire de l'agriculture de subsistance. Comme j'ai dit, sans semences, on ne peut pas cultiver. Et elles représentent aussi un moyen d'indépendance des paysans et aussi un élément d'identité culturelle et culturelle. C'est aussi un objet d'un savoir et d'un savoir-faire à maintenir, on en a parlé tout à l'heure, et aussi un symbole d'identité des mouvements paysans. Les graines, c'est assez symbolique comme moyen d'indépendance. Mais dans les pays industrialisés, donc, on parle plutôt d'un marché de niche
à base des produits locaux onéreux. Donc, tout le monde que je connais, il trouve ce que je fais, c'est assez chouette, mais c'est un peu un goût oui, un goût folklorique et nostalgique, et que ce sont des gens qui sont assez aisés financièrement, qui peuvent donc se permettre d'acheter des produits locaux issus des semences locales. Donc ça, c'est vraiment un point que je voudrais vraiment que ça, on se rend compte de plus en plus de ces deux axes de la diversité cultivée. C'est pas seulement l'axe horizontal, donc c'est-à-dire cette multitude incroyable des variétés locales, des semences locales dans le monde, dans les différentes régions climatiques du monde, mais aussi les processus évolutifs à travers les années. Donc ça, c'est l'axe vertical, c'est l'évolution à travers le temps. Donc, les processus d'adaptation qui permettent aux semences de devenir des semences véritablement locales. Après, il y a cette diversité génétique. Je vais peut-être passer dessus parce que voilà, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais cette diversité génétique, c'est très important parce qu'on parle souvent des variétés homogènes, des variétés, des semences commercialisables par ces critères DHS qui sont génétiquement parlant appauvris, on va dire. Mais cette diversité extraordinaire qui existe dans le domaine des variétés traditionnelles, c'est d'abord une diversité entre les variétés de blé, entre les variétés de tomates, entre les variétés de choux. Mais il y a aussi une diversité à l'intérieur de chaque variété. C'est pour cela qu'on dit que ces variétés-là sont un peu homogènes, justement hétérogènes. Ils sont hétérogènes, ils sont variés, ils sont diversifiés. Donc, et cette évolution d'une même variété homme-femme à travers ces cycles consécutifs de reproduction, on appelle ça une évolution génétique parce que génétiquement parlant, elle change, les variétés changent, les graines changent à chaque cycle de reproduction homme-femme. Dans l'industrie de semences et dans la législation, cette diversité est considérée comme quelque chose de négatif et désignée par le terme de hétérogénéité. Donc, cette diversité et hétérogénéité ne se prête pas bien à la culture industrielle et à la commercialisation par la grande distribution, mais, et c'est pour cela qu'on est là, elle représente un élément important de la sécurité alimentaire durable, cette diversité génétique. OK, voilà, j'arrive vers la fin de ma présentation avec ma propre expérience au Luxembourg depuis 30 ans. Et donc, je suis membre du réseau CID au Luxembourg et membre du réseau interrégional, réseau Meuse-Rhin-Moselle. Et donc, on a donc dans ce mouvement, surtout ici dans mon projet, cette idée d'abolir complètement l'utilisation des pesticides, nous concentrer sur la fertilité du sol, la vitalité du sol et aussi sur la production de semences véritablement localement adaptées. Et donc, par conséquent, on le voit aussi dans le texte du Green Deal, cette pratique, cette culture écosystémique, comme je l'appelle, permet aussi à accéder à une qualité alimentaire élevée. Donc ça, c'est un autre sujet que j'adore, mais il n'y en a pas le temps d'en parler. Maintenant, le projet de la graine à l'assiette, c'est le nom de notre projet qu'on a en Wallonie et qu'on a aussi au Luxembourg. Donc, on a des produits 100% locaux. C'est un argument de marketing, presque 100% local, c'est-à-dire à partir de la graine jusqu'à l'assiette. Et donc, on a c'est une activité qui contribue à la diversité génétique des plantes cultivées. On les appelle les variétés de la diversité. Ça crée des emplois, surtout pour les jeunes. Donc, je travaille en tant que formateur et enseignant au lycée agricole. Et donc, on cherche vraiment aussi à créer des emplois sur le marché local, dans l'agriculture locale. Donc, on contribue ainsi au développement rural et à l'économie locale. Et donc, vous savez, la production alimentaire purement locale, elle permet de réduire l'empreinte écologique de l'agriculture et elle permet, comme j'ai expliqué, une culture sans pesticides grâce à cette adaptation naturelle des plantes qui devient naturellement résistante.
Et donc, on augmente par la qualité alimentaire à travers les substances secondaires des plantes. Ça, c'est un sujet très, très, très important, à mon avis. Et ça, il faudrait vraiment approfondir. Conclusion, donc, dans les écosystèmes naturels, la diversité est la règle. Dans les écosystèmes agricoles, elle est destinée à devenir l'exception par la standardisation, par l'industrialisation. Et dans les lois sur les semences, la diversité est une exception tolérée, mais elle devrait plutôt être un droit garanti. Donc, c'est Fulia qui a déjà souligné ce point. On parle toujours des dérogations, des exceptions, la diversité qui permet aux écosystèmes de fonctionner, c'est la règle. Donc, il faudrait vraiment changer le paradigme à ce niveau, à mon avis. Les systèmes semenciers en farm permettent une évolution écosystémique et les plantes deviennent naturellement résistantes. Et le troisième point, les lois sur les semences devraient tenir compte de cette culture écosystémique et encourager le système de semences paysannes au lieu de les entraver. Et finalement, l'article 19 de la Déclaration des droits des paysans devrait être considéré comme un modèle pour la confection des lois semencières, favorisant aussi bien la biodiversité cultivée que la souveraineté semencière et les systèmes semenciers paysans. J'espère que je n'étais pas trop long et c'est compréhensible. Merci pour les traducteurs, ou là, le traducteur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Franck. C'était excellent. Tu donnes une bonne vue d'ensemble des enjeux. Et quelqu'un remarquait aussi dans le chat que tu es un membre éminent des Amis de la Déclaration au Luxembourg. Oui. Donc, merci. Ne vous gênez pas si vous avez des questions pour déjà les mettre dans le chat. Et sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à Luz Mertens. Luz travaille pour Bio Wallonie, où elle est chargée de mission pour les filières semences, plants et pommes de terre. Et elle va nous parler de la réforme dans la perspective de la filière semences bio. C'est à toi, Luz. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous voyez bien ici l'écran. Voilà. Et c'était chouette d'entendre Franck parler. Franck que j'ai déjà pu rencontrer pas mal, entre autres aussi dans le réseau RMRM, dont je fais aussi partie pour Bio Wallonie. Donc, personnellement, je travaille depuis 2018 chez Bio Wallonie, qui est un service d'encadrement du secteur bio wallon. Et avant, j'ai pu travailler chez 3 entreprises semencières bio dans différents pays, entre autres dans la sélection et la qualité des semences. Et ici, je veux vous emmener dans le cadre du secteur bio et les semences. Je travaille comme chargée de mission pour les filières semences et pommes de terre. Et je suis aussi productrice de plantes aromatiques en mi-temps. Et donc, Bio Wallonie, on est un ASBL qui est actif sur la région wallonne et on accompagne des conversions. On n'est pas un organisme de contrôle, mais on donne donc du soutien à la conversion via des conseillers techniques qui passent sur les fermes sur demande, du développement des filières. Donc, ça veut dire on organise des événements de réseautage, on a une base de données, un inventaire des débouchés, on organise des moments aussi de rencontres entre producteurs et acheteurs et transformateurs. On fait des études de filières, dont par exemple une étude de filière qui a été faite sur les semences bio potagères, qui est publiée ici dans l'itinéraire bio 59, que vous pouvez trouver sur le site. Et puis, on donne des formations, par exemple, sur le désherbage ou bien sur la réglementation. Et on publie des dossiers et des fiches techniques. Et donc, si vous voulez, on a aussi une page info sur les semences bio qui est notée là sur la présentation. Et alors, on représente d'ailleurs, on ne représente pas parce qu'on n'est pas un syndicat, mais il y a en Wallonie, juste pour avoir une idée, à peu près 2000 producteurs bio. Ça veut dire à peu près 15% des fermes, ce qui n'est pas mal déjà.
et c'est beaucoup d'élevage. Alors, quand on parle des semences bio, on croise les réglementations qui ont déjà été nommées par Fulia, donc la réglementation européenne sur la commercialisation des semences, ou alors on est face à tout ce qui est le fait que ce sont que des semences certifiées qui peuvent circuler et qui doivent donc être contrôlées et enregistrées sur les listes nationaux et qui doivent passer les tests de DHS, donc de homogénéité, stabilité et allez, c'était quoi le troisième? Distinctivité. Distinctivité. Merci Fulia pour le sauvetage. Et en fait, en effet, comme Fulia avait dit aussi avant, il y a eu un petit peu d'ouverture comme ça depuis 2012 dans cette réglementation européenne pour faciliter l'inscription des variétés de conservation et d'amateurs et matériel hétérogène. Ce qui était vraiment bien, mais une toute petite ouverture dans le sens que les quantités qu'on peut alors commercialiser sont limitées et les emballages qu'on peut utiliser sont petites. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une ouverture, mais qui vient tout de suite avec une grande contrainte. Donc, ça a permis quand même à certaines entreprises semencières, je le sais, à garder dans leur assortiment des variétés qui ne les rapportent pas beaucoup d'argent, mais qui sont quand même intéressants au niveau diversité. Et alors, ça valait la peine de les mettre sur cette liste C ou D, dépendant du pays, pour moins d'argent que quand on doit les enregistrer dans la liste nationale officielle. Et alors, ça a quand même permis de sauver certaines variétés avant qu'ils soient complètement hors circulation et donc plus produites et plus, voilà, qu'ils perdent quelque part leur place. Donc ça, c'était une petite ouverture qui a déjà eu lieu au niveau européen. Et ici, en fait, un changement récent qui a été apporté au niveau des semences a été intégré dans la réglementation bio, ce qui est un peu particulier finalement parce que c'est intéressant pour tous les secteurs, pas seulement pour le bio, que la biodiversité cultivée trouve sa place. Mais je sais que derrière les écrans, ça a été une longue lutte ou démarche pour essayer d'amener plus de place encore pour la diversité au niveau européen et finalement, donc au niveau commercialisation des semences et finalement, ça n'a que réussi en l'intégrant dans la réglementation bio. Donc grâce à beaucoup de gens qui ont travaillé pour faire du lobbying pour ça. Et donc, cette nouvelle réglementation bio est en Europe en application depuis 2022. Et en Wallonie, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a eu une année de stand-by où on attendait les directives wallonnes pour la réglementation bio. Et donc, ça a été implémenté ici à partir de ce janvier 2023, où on a seulement su ce qui se passe pour notre région. Et alors, maintenant, on peut aussi mettre sur le marché du matériel hétérogène biologique et des variétés bio. Et ce sont deux choses importantes qui sont venues avec cette nouvelle réglementation au niveau semences. Et aussi, il faut savoir que la tendance générale est que on veut aller vers une abolition des dérogations pour les semences bio. Donc, ça veut dire pour en fait, dérogation pour les semences non bio, parce que actuellement, il n'y a pas encore sur le marché toutes les variétés qu'il faut pour pouvoir produire sur une ferme bio.
en qualité bio. Et en fait, un outil qu'ils utilisent alors au niveau réglementaire est de vouloir aller vers cette abolition des dérogations. Je crois que c'est pour 2030 ou 2035. Et il y a comme un système de classification qui pousse à utiliser de plus en plus de variétés bio, dépendant de leur disponibilité. Ça, c'est une tendance générale qui, en Belgique, ne fonctionne pas aussi bien qu'ailleurs. Il y a des pays qui réussissent beaucoup mieux à introduire de plus en plus de matériel bio, donc de semences bio sur le marché. On pense par exemple aux Pays-Bas ou la France, où il y a beaucoup plus de producteurs, donc beaucoup plus d'entreprises semencières bio. Bien qu'en Belgique, c'est assez limité, bien qu'il y en a, mais c'est limité. Donc, l'enthousiasme est moyen, je dirais, dans le secteur. Et ici, alors, ce matériel hétérogène biologique, ça veut dire quoi? Alors, on ne parle pas d'une variété. Ça veut dire que donc, il ne doit pas répondre aux critères de distinction, uniformité et stabilité. Il ne doit pas être inscrit sur la liste nationale des variétés. On ne doit pas payer des frais pour l'introduire. En fait, ce qu'on doit faire pour introduire du matériel hétérogène biologique, on doit rendre un dossier qui décrit quelque part une historique de sélection, de multiplication et de sélection, où ça a été fait, depuis quand ça a été fait, par qui. En fait, il faut décrire voilà, toute la création de ce matériel. Il faut aussi rendre un échantillon. Et finalement, si la demande a été faite et il n'y a pas eu de réponse négative, ça devrait être accepté. Alors, ça c'est mis sur une liste et ça peut être mis en circulation. On n'a pas encore des exemples de ça en Belgique, parce que bon, c'est tout nouveau, mais je crois qu'il y a quand même du matériel qui pourrait être proposé comme matériel hétérogène biologique par certains groupes de travail qui sont là, qui travaillent déjà sur des populations, par exemple. Et ici, ça va être très intéressant parce que, à mon avis, cette catégorie qui a été créée, dans certains pays, elle va être beaucoup, comment on dit, utilisée, disons, bien que dans d'autres, beaucoup moins parce que et ça dépend en fait finalement de l'activité des utilisateurs. Donc, je veux dire des acteurs qui sont ici présents ou non, qui travaillent sur ce genre de matériel. Et donc, ça va être intéressant à voir parce que ça va être en co-création avec l'administration que ce genre de dossiers vont être évalués. Je sais qu'il y a des LiveSeed qui travaillent déjà pas mal sur ça et qu'il y a en Italie pas mal de matériel qui a déjà été mis en avant. Donc, c'est quand même vraiment bien parce que là, ça crée vraiment une réelle ouverture, à mon avis, même si, voilà, il faut toujours voir comment ça se met dans la réalité. Et puis, il y a aussi, à part ça, les variétés bio. Donc ici, on parle d'encore une autre catégorie qui a été intégrée dans cette réglementation et il s'agit des variétés donc, qui vont être inscrites sur la liste, sur le catalogue officiel national et européen et qui doivent donc correspondre aux normes de DHS, mais où la demande est qu'ils soient sélectionnés dans des conditions bio et qu'il y ait plus de diversité phénotypique et génotypique que dans des variétés dites classiques. Ici, il n'y a pas
encore toutes les règles qui ont été décidées par rapport à leur commercialisation et il y a une expérience temporaire qui va être ouverte et alors ils vont travailler sur les protocoles de commercialisation. Voilà. Et puis pour le reste, on reste un peu dans le même système où, mais donc le matériel, ah oui, ça, on parle plus de semences dans cette réglementation. On parle de matériel de reproduction végétale. Donc ça inclut tout le matériel qu'on peut utiliser pour quelque part la reproduction des végétaux. Donc c'est du MRV, hein. Et alors ici, on peut utiliser du matériel de reproduction végétale en conversion. Ça, c'est aussi nouveau. Mais à part ça, pour du matériel de reproduction végétale conventionnel non traité, il faut continuer à demander des dérogations. Et aussi, c'est noté dans la réglementation sans qu'il y ait quelque part des contraintes, mais ils disent que les opérateurs doivent privilégier d'utiliser le matériel de reproduction végétale adapté à l'agriculture bio. Donc, ça donne un peu le ton de cette nouvelle réglementation bio. Puis, je voulais ici aussi amener le point des semences fermières parce que quand on parle de droit aux semences, ben, je trouve que c'est un point super important. Les semences fermières, ce n'est pas les semences paysannes. Donc, les semences fermières, c'est les semences que les producteurs sur leur propre ferme vont multiplier pour eux-mêmes. Ou bien parce qu'ils savent aussi, ils le trient eux-mêmes, ou bien parce qu'ils appellent un trieur à façon pour venir le faire sur leur ferme, le triage, mais c'est eux-mêmes qui le produisent et ils ne l'utilisent que pour leur propre production. C'est ça la réglementation. Et s'ils utilisent une variété sur lesquelles il y a un COV, donc un droit d'obtention, c'est pas un brevet, hein, c'est comme une variété moderne qui est encore sous licence pendant 20 ans par exemple, alors ils doivent normalement payer du royalties à l'obtenteur, mais c'est à 50%. Et s'ils font une production d'en dessous de 15 hectares, alors il n'y en a pas à payer. Et ça se règle généralement via le trieur à façon. Donc, ça a été organisé tel que ça se règle via le trieur. Luz, je suis désolée, il faudrait que je te demande de conclure dans les Ah, prochaines minutes. désolée. Ça va. Quelque chose qui est intéressant ici, je trouve, c'est que ça ne se fait pas souvent. Ça ne se fait pas beaucoup. Il n'y a pas des grandes quantités qui se font en semences fermières en Wallonie. Et je me demande souvent pourquoi. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Donc, il y a à peu près 8000 tonnes qui se produisent en semences fermières notifiées en Wallonie. Et en fait, via des témoignages, via des études de filières et des expériences en réseau, j'ai pu voir aussi que souvent les connaissances que les producteurs ont encore à ce propos ou la confiance en eux-mêmes, qu'ils ont ces connaissances, ont été érodées avec le temps. Parce que c'est comme si un peu le zeitgeist duquel parlait Frank, c'est aussi que c'est les entreprises semencières qui savent que faire ça, alors qu'eux-mêmes, ils savent même plus le faire ou qu'ils ne sont pas outillés, ce qui est souvent aussi le cas parce que c'est quand même très compliqué d'arriver à une bonne qualité. Et la question que je reçois le plus souvent par rapport à la réglementation, c'est clairement, est-ce qu'on peut en vendre à nos collègues agriculteurs? Donc, ceux qui font la semence fermière, ils demandent tout le temps de pouvoir en vendre à leurs collègues agriculteurs. Donc, oui, ici, je voulais donner des exemples d'initiatives positives qui se font quand même en Wallonie, mais on va skipper ça parce que alors on arrive à la réforme.
je crois qu'en effet, quelque chose qui serait hyper, bénéfique, c'est qu'il y ait de plus en plus d'espace pour des échanges et des ventes de semences entre agriculteurs. Donc, je mets juste une petite side note avec ça, c'est que, je trouve qu'il y a quand même un besoin de plus de collaboration entre les acteurs, les services et les producteurs, pour, vraiment de la co-construction à ce niveau-là. Parce que, arriver à une bonne qualité de semence, bah, il y a aussi quand même des dangers, par exemple les caries dans le blé, et c'est bien aussi de pouvoir échanger des connaissances, à ce niveau-là et mettre à disposition peut-être des services. À part ça, je suis aussi tout à fait, d'accord avec tout ce qui a été, noté dans les recommandations, qu'ont faites, Martin Häusling et Sarah Wiener, de Arkenoa à propos de la réforme. J'ai plus le temps de les nommer, mais voilà. Et aussi, je suis très d'accord avec la position que prend Nature et Progrès par rapport au danger, que présente l'assouplissement des réglementations sur les OGM. C'est un grand danger, les brevets, et pour la santé de tous et toutes. Donc, voilà pour ma part. Désolée d'être long. Long. Voilà. Merci, merci beaucoup, Luz. C'était vraiment très intéressant. Si vous avez des questions, je vous encourage à déjà les poser dans le Q&A parce qu'on aura malheureusement peu de temps pour des échanges à la fin, mais les interprètes ont généreusement accepté qu'on dépasse d'environ une dizaine de minutes. Donc, j'aimerais maintenant donner la parole à Vincent Delobel. Vincent est éleveur caprin, administrateur de la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs, la FUGEA, qui est elle-même partie de la coordination européenne Via Campesina. Il est également administrateur de Terre Vivante et de la ceinture alimentaire de Tournai. Et j'aimerais aussi ajouter qu'il a participé activement aux négociations autour de la déclaration à Genève. Vincent, la parole est à toi. Merci pour l'invitation, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je ne suis pas un spécialiste technique de la question des semences, mais ce que je voulais partager aujourd'hui, c'était davantage le contexte des fermes autour de ces pratiques en lien avec les semences. Voilà, mon idée, c'est de contextualiser ce récent regain d'intérêt des éleveurs et des cultivateurs wallons pour la question des semences et des différentes pratiques qui naissent ou qui renaissent. Les familles agricoles actuellement rencontrent des problèmes majeurs que l'on peut qualifier de modernes, car ils émergent des discours, des technologies, des institutions produits et promus à travers le projet de modernisation. Les deux problèmes principaux sont d'une part l'étranglement économique des fermes. Le revenu agricole est sous pression entre d'une part l'augmentation croissante des prix des intrants, dont les semences, et d'autre part la stagnation et la volatilité des prix des produits agricoles. D'autre part, les codes des nouvelles technologies et régulations réduisent le développement des fermes à toujours il faut s'agrandir, c'est-à-dire prendre le contrôle des ressources des collègues pour survivre, et il faut innover, adopter des ensembles technologiques développés par des agro-industries sur base de leur science, bien souvent brevetées. Et c'est à l'issue d'une meilleure compréhension historique et sociale du contexte que je vous invite à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les fermes, à étudier l'inventivité, à observer comment les agriculteurs, les agricultrices répondent positivement à leur disparition programmée. Les fermes sont des espaces sociaux dans lesquels les pratiques relatives à la production prennent place. Sur la diapositive, ici, on voit les formes géométriques qui représentent ces ensembles de pratiques, couramment nommés ateliers ou spéculations, une production laitière, une culture commerciale, un processus de transformation, etc. Ils sont également représentés les relations et les flux de ressources non marchands entre ces différents systèmes d'activité de production, les ateliers, à l'intérieur de la ferme, ainsi que les relations avec l'extérieur,
entre les fermes et les autres espaces tels que l'administration publique et les agro-industries en amont comme en aval. Face aux crises, nous pouvons observer que les agriculteurs et les agricultrices changent spontanément leurs pratiques, leur façon de faire, et établissent de nouvelles relations avec d'autres espaces, des artisans semenciers, mais des restaurants, des écoles, des groupes de consommateurs, des organisations environnementales, des médias locaux, etc. Ainsi, ils produisent des nouveautés qui fréquemment impliquent des semences, et notamment certaines que je souhaite détailler maintenant. C'est notamment l'idée de semences de ferme, donc de garder une partie de la récolte précédente pour emblaver la saison suivante. C'est une pratique qui est historiquement courante en agriculture biologique, au vu du prix élevé des semences, c'est un petit marché, mais aujourd'hui, elle est à nouveau de plus en plus courante en culture conventionnelle de variétés pures, classiques, en culture principale, froment, orge d'hiver, comme en interculture, donc avoine, seigle ou encore facélie, comme engrais vert. Je tiens juste à préciser que, comme Luce l'indiquait, il y a beaucoup de désinformation. J'ai souvent des collègues qui me demandent si effectivement ils ont le droit de reprendre leur propre semence pour eux-mêmes. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit alors qu'ils l'ont en Wallonie. Et voilà, très très peu déclarent. C'est qu'on est censé déclarer cette pratique-là, mais très peu le font. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on ait officiellement des données très précises sur l'ampleur de cette pratique. Mais en tout cas, de terrain, je peux vous dire qu'elle existe et qu'elle est de plus en plus utilisée. Un regain d'intérêt pour les variétés anciennes, notamment, encore une fois, en agriculture biologique et ou en vue de meunerie, voire de panification à la ferme et de commercialisation en circuit court. Notons une deuxième vague d'intérêt générée par les techniques de conservation du sol, donc AC et ABC, conservation du sol et agriculture biologique de conservation des sols, grâce à leur développement foliaire compétitif face aux adventices et leur bonne valorisation de la matière organique des sols. Une autre pratique, c'est le développement par des centres techniques bio et la reproduction décentralisée en ferme de composite cross populations, qui sont des ensembles génétiques très hétérogènes obtenus par le croisement manuel de nombreuses variétés mères choisies par les agriculteurs entre elles. L'idée est ainsi de recréer une très grande diversité à partir de laquelle des sélections locales adaptées à diverses situations, pratiques et filières sont à nouveau possibles. De nombreux agriculteurs souhaitent désormais mélanger différentes variétés pour atteindre de meilleurs résultats techniques, mais aussi une plus grande régularité malgré les aléas climatiques. De plus en plus d'éleveurs mélangent non seulement des variétés, mais aussi des espèces différentes. Le cas le plus répandu est l'association céréales légumineuses. Chez nous, on l'appelle communément métaille. Elle est même reconnue dans la législation agricole wallonne, notamment sur la PAC, avec des objectifs agronomiques, la fixation d'azote par les légumineuses, et aussi techniques, augmenter le taux de protéines du blé panifiable ou l'apport protéique dans la ration des animaux. Finalement, de nombreux agriculteurs composent eux-mêmes leur propre mélange prairie, plus résistant à la sécheresse, incluant davantage de légumineuses et des plantes à enracinement profond, chicorée fourragère, plantain lancéolé, capables de chercher l'eau plus loin dans le sol en été et de le structurer pour qu'il reçoive mieux les pluies intenses de l'hiver. Je qualifierais ces pratiques de nouveautés situées parmi des ensembles plus larges, voire des cascades de nouveautés, l'autonomie fourragère, la construction de filières alternatives, le développement de techniques de conservation des sols, AC, ABC, mais aussi le semi-direct, le semi sous couvert végétal, visant l'autonomie, la résilience et la rémunération du travail agricole familial. Ces pratiques semences, entre guillemets, consistent non seulement en l'utilisation et la reproduction d'autres ressources génétiques, mais aussi en l'investissement partagé d'un trieur, une adaptation de la rotation, du travail du sol, du timing des opérations, une autre gestion de la fertilisation,
l'autoconstruction ou le partage d'outils de travail du sol ou de semis, la mise en place d'infrastructures de stockage et de transformation, et sans oublier bien sûr la formation, la recherche et le partage d'informations et d'expériences entre collègues, de nombreuses heures d'observation et d'essais-erreurs. La plupart de ces nouveautés s'inscrivent dans une lutte pour l'autonomie de la ferme, c'est-à-dire la distanciation de la ferme par rapport aux industries, aux contraintes réglementaires et au marché globalisé. Ces nouveautés, elles impliquent d'autres réalités matérielles, comme on vient de les décrire, d'autres relations et réseaux, mais aussi d'autres connaissances et vérités. L'horizon de pertinence évolue, change à l'échelle de la ferme. D'autres paramètres deviennent pertinents, comme la vie du sol, le bien-être des animaux, la couleur du lait, la qualité de l'herbe, l'image de marque de la ferme. Nous pouvons donc définir les nouveautés comme suit. Ce sont des pratiques sociales qui sont neuves dans leur propre contexte. Elles sont neuves parce qu'elles font part d'un projet, ici un projet de ferme. Et ce projet est un récit construit par la famille agricole qui positionne les différents acteurs, les ressources et leurs pratiques. De plus, ce projet relie le passé, le présent et le futur, de sorte que les nouveautés font sens à travers la définition d'un futur meilleur des agriculteurs eux-mêmes, leur définition du progrès. Cette observation met en question l'idée qu'on a souvent de l'innovation en agriculture, centrée sur la modernisation, la diffusion des connaissances et technologies du centre vers la périphérie, basée sur une définition centralisée du progrès et de la trajectoire de développement à suivre. Ici, on comprend que chaque ferme est un espace unique de production de nouveautés, agroécologiquement et socialement situé. Cette paysanisation de l'agriculture se réalise à travers les multiples projets de ferme et l'inventivité de nombreux agriculteurs, et ce, en dehors des cadres institutionnels et des centres établis. Ces nombreuses nouveautés émergent et se développent à partir des fermes et en lien avec de nouveaux partenaires. Et le droit dans tout ça, me direz-vous, le droit international doit protéger cette débrouillardise nourricière des familles agricoles, pas uniquement pour elles-mêmes ou cette profession en particulier, mais parce qu'elle est vitale pour la démocratie. Il n'y a pas de citoyen libre le ventre vide, et il n'y a pas de citoyen nourri sainement et durablement sans paysan libre. L'alimentation des peuples a toujours été l'objet d'enjeux de pouvoir, de domination et de guerre. La liberté, la souveraineté alimentaire est un prérequis à l'exercice des droits civils et politiques de tous les citoyens. À l'aube de profonds bousculements climatiques, démographiques et énergétiques, la reconnaissance des droits paysans, la garantie de ces libertés fondamentales au plus haut niveau du droit, entendent équilibrer les relations de pouvoir et redonner l'oxygène bien nécessaire à l'agriculture, sa durabilité, sa résilience, à la dignité des personnes incarnées par cette dynamique multitude de nouveautés. Ainsi, je souhaite conclure en rappelant l'importance stratégique de la liberté, d'une part, d'accéder à une très grande diversité de ressources génétiques, y compris à des degrés variés de domestication. Cela implique des moyens pour la protection, la sauvegarde, mais aussi des moyens pour le développement de nouvelles variétés et de populations. La liberté de mélanger, associer, croiser et sélectionner ces ressources pour qu'elles soient adaptées à nos divers systèmes agraires et participent à notre mission de rendre toute terre qui nous est confiée, même les plus marginales, nourricières. La liberté d'échanger entre nous ces ressources, localement et globalement. Nous ressentons un vrai besoin de décentralisation et de démocratisation de la question des semences. Les ingrédients de la résilience sont effectivement la diversité et l'autonomie, mais aussi la mobilité. Finalement, la liberté d'apprendre, de s'informer, de se former et de transmettre les nombreux métiers qui sont en lien avec ces semences. Et je soutiens à nouveau l'idée de Luce d'obligation des États, d'une certaine manière, à soutenir via des services, que ce soit contrôle qualité, etc., les projets locaux de développement de semences locales. Merci pour votre attention et encore merci aux interprètes pour le délai.
Merci. Merci beaucoup, Vincent. Une présentation très inspirante. En fait, c'est intéressant parce qu'on a eu 3 présentations très différentes mais complémentaires. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Il y avait une question dans le Q&A que à laquelle Luz proposait de répondre. Oui, mais je crois que Je le ferai aussi. Julia pourrait le faire Oui. aussi. Ben, je vais faire d'abord, il y avait une question Alexander, maybe in English, because the question was in English. I'm sorry. So it is not exactly clear for me if a garden association can today sell or exchange small packages of seeds with his members and non-members without pre-marketing registration. If registration is necessary, where do you register? To which I answered, I hope it's enough. You can ask me more questions if you want, Alexander. But the main thing that you need to remember is that everything depends on the state you're in and the authority that controls you in a way, which is good in a sense because they will not, especially in Belgium, fall under your association's head. But it comes with high legal uncertainty because it's not written black and white that a garden association can do this. In general, the sale of seeds to non-professional gardeners is viewed more loosely by public authorities. And this is why farmers and peasants usually have much more problem because they're viewed as professional operators. And so that's why the exchange of seeds between peasants and farmers, it plays with the mind with the people of the European Commission and also public authorities who want to control and regulate the market and those activities. So registration is in theory not necessary if you're only exchanging and selling to non-professional gardeners in small packages. If you think it's necessary because, for instance, your seeds are sold in a big horticultural magasin, dis-moi, shop. In a shop, then I would advise you to try to register them as amateur varieties if they're vegetables. Okay, if they're cereals, good luck. It's not really possible unless it's organic heterogeneous material. So I hope that answers the first question. And the second question came from Grete. Thank you for being here. It's nice to see you. Où elle demande, I'm going to switch to French. Où elle demande la nouvelle direction juin 2023. Donc, je suppose que c'est la direction de la réforme commercialisation semences que tu demandes, Grete. Si ce n'est pas le cas, écris-nous et on te donne la parole. Donc, j'ai présenté ce que l'on connaît plus ou moins des grandes lignes de la réforme. Donc, beaucoup de changements au niveau du champ d'application de la législation. Donc, tout ce qui est travail des organisations de conservation de semences, donc de l'échange de semences entre agriculteurs et paysans. Ils ne parlent pas de paysans. Hein. Dans la législation, ils ne parleront pas de paysans parce que ce n'est pas un terme défini par la loi, donc ils parleront d'agriculteurs. Maintenant, on ne sait pas s'ils vont limiter ces droits et ces possibilités qu'ils vont accorder dans la législation aux petits agriculteurs, à ceux qui sont enregistrés, ceux qui sont membres d'une association. Donc, tous des critères qui pourraient en fait considérablement restreindre les droits et les possibilités qu'ils veulent offrir. Il y a aussi un gros travail de réflexion sur la diversification du marché des semences en lui-même, pas que le champ d'application de la loi, mais le marché de semences. Donc, il y aura quand même l'autoroute, j'appelle ça. Donc, il y a l'autoroute pour accéder au marché semencier. Il y a l'autoroute avec DHS, VAT, etc. Mais ils vont créer en fait des petites rues parallèles d'accès à un marché différent avec un accès proportionné. Donc, un seul régime dérogatoire qui sera beaucoup plus relax. J'espère probablement donc, où le
la certification de lot de semences ne sera pas obligatoire, ce ne sera pas vraiment un enregistrement de variété, mais plutôt une notification. Tout ça, ce sont des espoirs, hein, parce que le texte n'est pas vu. Mais c'est une direction qui est prise. Donc, ce sont, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ce sont des choses qu'il faut dire aux autorités publiques néerlandophones que toutes ces directions sont positives, ce sont des points positifs, mais que le diable se trouve dans les détails et que donc ces ouvertures-là doivent véritablement être en lien avec la déclaration DROP et aussi donc répondre à tous les besoins et le contexte aussi donc que Franck a très très bien décrit et aussi Vincent, donc des besoins et toutes les initiatives locales et sociales, l'innovation sociale qui existe dans les campagnes et qui doivent en fait trouver leur chemin dans la législation, en tout cas de l'espace, quoi. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Luz. Poulet, juste dire qu'on a déjà écoulé le temps supplémentaire. Ah, Mais, il y a une mais Lou, si question tu... de Catherine. Oui, oui, mais Luz, tu voulais répondre aussi? Ah, désolée, non. C'est très bien comme ça. Pardon. Great me dit donc que le plus grand obstacle sont les plaintes passeports pour beaucoup d'espèces et ce n'est pas encore fini. Et donc ça, les passeports phytosanitaires viennent d'une autre législation. Donc vous vous rappelez de ma première slide où je vous parlais donc des règles de propriété, des règles de sécurité et les règles d'accès aux semences. Tout ce qui est passeport phytosanitaire, ça vient en fait des règles donc sanitaires. C'est un autre règlement qui est indépendant de la réglementation commercialisation. Donc, tout ce qui est passeport phyto ne changera pas parce que le passeport phyto n'est pas lié à la commercialisation de la semence, mais au mouvement. Okay, donc, le déclic dans le règlement phyto, c'est le mouvement des semences. Okay, donc, ce sera le cas que les échanges soient soumis à la réglementation commercialisation ou même la vente ou pas. Donc ça ne changera pas. Et c'est un obstacle, mais malheureusement, donc c'est un autre combat plus tard. Peut-être, espérons. Karine, je ne t'entends pas. sur ce, je voudrais pas abuser de la générosité de nos interprètes. Je pense qu'on va être obligé de conclure. On n'a jamais assez de temps. Mais je remercie chaleureusement nos 3 intervenants aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont rejoints aussi pour ce webinaire. Et merci encore une fois aux interprètes pour leur travail aujourd'hui. Et on souhaite tous que la réforme soit positive pour les droits des paysans. Merci Thank you, beaucoup. tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci. À Merci bientôt. d'avoir organisé ça. Merci, au Merci revoir. beaucoup.